Il contrôlait une fortune personnelle estimée à 40 milliards d'euros. Elle, de son côté, ne contrôlait qu'un plateau chargé de verres à martini vides et de serviettes froissées. Aux yeux de Julien Delacroix, la serveuse qui gravitait autour de sa table n'était rien de plus qu'un bruit de fond, une particule de poussière dans l'engrenage rutilant de sa vie, un meuble affublé d'un tablier noir. Pourtant, alors que la plume du stylo-plume planait au-dessus du contrat le plus important de sa carrière, cette serveuse invisible perçut ce qu'une salle remplie d'avocats d'affaires et de conseillers fiscaux avait manqué. Elle murmura 6 mots, 6 simples mots qui allaient soit provoquer son licenciement immédiat, soit lui sauver la vie. Julien lui rit au nez, un rire froid et méprisant. 5 minutes plus tard, alors que les sirènes de police hurlaient dans les rues de la Défense, le rire s'était tu. Ceci est l'histoire de la chute évitée de justesse d'un empire et de la femme improbable qui le rattrapa au vol. La pluie à Paris, en ce mois de novembre, ne lavait rien. Elle rendait simplement la crasse urbaine plus glissante, transformant les pavés en miroirs sombres. À l'intérieur de l'Obsidienne, cependant, la météo était un concept non pertinent, une trivialité pour les mortels du dehors. Le restaurant, perché au sommet d'une tour de verre et d'acier, était une forteresse de vitres trempées, d'acajou sombre et de ce silence feutré, presque religieux, que seul l'argent véritable peut acheter. Un simple service de dîner ici coûtait plus cher que la voiture de la majorité des gens qui passaient en bas, minuscules fourmis, sous la pluie battante. Julien Delacroix était assis dans la banquette d'angle. Le siège du pouvoir, comme l'appelait obséquieusement le maître d'hôtel. Julien avait 42 ans, bien que le stress du dernier trimestre lui en donnât 50. Il était le PDG de Delacroix Dynamique, un conglomérat de logistique et d'intelligence artificielle qui déplaçait, en toute efficacité, la moitié du fret mondial. Ce soir, il ne déplaçait pas de fret. Il déplaçait l'entreprise elle-même. En face de lui était assis Mark Sterling. Sterling était plus jeune, plus affamé, et arborait un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux pâles, des yeux de requin en maraude. Il représentait le groupe Chimera, une société de capital investissement surgie de nulle part 3 ans auparavant, qui avalait ses concurrents tout crus avec une voracité effrayante. « Vous hésitez, Julien », dit Sterling, sa voix aussi lisse que le velours de la banquette, en faisant tourner un verre de whisky japonais à 400 € le verre. L'offre expire à minuit. Vous savez que le conseil d'administration est déjà agité. Si vous vous éloignez de cette table, l'action plonge dès l'ouverture de la bourse demain matin. Je vous offre un radeau de sauvetage en or massif. Julien ajusta ses boutons de manchette. Ils étaient en platine, gravés de ses initiales. J'ai bâti cette entreprise depuis un garage dans la banlieue de Lyon, Marc. Je n'hésite pas. Je savoure le moment où je te laisse l'acheter. Julien mentait. Il était terrifié. Delacroix Dynamique était surendetté. Il avait misé gros sur des drones de livraison autonome et la technologie ne suivait pas. Les prototypes s'écrasaient, les régulateurs européens grognaient. Il avait besoin de ce rachat pour enterrer les pertes avant que le public et les actionnaires ne découvrent la vérité. Il était désespéré, au bord du gouffre, mais il jouait à la perfection le rôle du roi réticent. Gravitant à la périphérie de cette partie de poker à haut risque se trouvait Clara Vance. Clara avait 26 ans, des yeux cernés de fatigue et un uniforme une taille trop grande pour sa silhouette frêle. Elle travaillait à l'Obsidienne depuis 3 mois. Avant cela, elle était étudiante en comptabilité forensique et audit financier à l'Université Paris-Dauphine, major de sa promotion, jusqu'à ce que la maladie soudaine de son père et les dettes accumulées pour des traitements expérimentaux non remboursés par la sécurité sociale ne drainent chaque centime qu'elle possédait. Elle avait abandonné ses études, mis ses rêves en pause pour s'occuper de lui, et pris ce travail qui offrait les pourboires les plus élevés de la capitale. Ce soir, son travail consistait à être invisible, une ombre fonctionnelle. Elle tenait une carafe d'eau en argent, attendant une pause dans la conversation pour remplir leur verre en cristal. Les termes sont standards, pressa Sterling, faisant glisser un épais dossier relié de cuir sur la table. Acquisition complète des actifs, maintien de la direction actuelle pendant 24 mois et un parachute doré pour vous qui ferait rougir un sultan. Julien ouvrit le dossier. Les chiffres étaient stupéfiants. C'était tout ce qu'il voulait. La sortie de secours parfaite. De l'eau,
claqua Julien sans lever les yeux. Un ordre sec aboyait à l'univers. Clara s'avança. Sa main était ferme alors qu'elle versait l'eau glacée dans le gobelet en cristal de Julien. Ce faisant, ses yeux se posèrent sur le dossier ouvert. Elle n'aurait pas dû regarder. C'était une violation flagrante des règles de la maison. Ne jamais lire les papiers des clients. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on a l'esprit formé à l'analyse. Son cerveau était câblé pour les motifs, pour les incohérences, pour traquer l'erreur dans la matrice des chiffres. C'était la raison pour laquelle elle était destinée à devenir une grande auditrice. Alors que l'eau coulait, ses yeux scannèrent le texte à l'envers du contrat posé devant Julien. Clause 14, section B. Protocole de liquidation des actifs. La plupart des gens n'y verraient que du jargon juridique indigeste. Clara y vit un piège mortel. Elle se figea. L'eau fit des vagues près du bord du verre, manquant de déborder. Sterling remarqua son hésitation. Il leva les yeux, son sourire s'évanouissant instantanément pour laisser place à une froideur reptilienne. « Il y a un problème, mademoiselle ?» Julien leva les yeux aussi, agacé par cette interruption dans sa concentration. « Vous planez au-dessus de nous. » C'est distrayant. La gorge de Clara devint sèche. Elle savait qui était Julien Delacroix. Elle savait qu'il employait 40 000 personnes en France et en Europe. S'il signait cela, il pensait les sauver. Mais le texte qu'elle venait de voir faisait référence à une société écran appelée Vantablack Holdings. Clara connaissait Vantablack. 2 ans auparavant, lors d'une étude de cas à la fac, elle avait analysé une chaîne de Ponzi qui utilisait une société écran portant exactement ce nom, domiciliée aux îles Caïmans, pour décharger des dettes toxiques avant de déclarer une faillite frauduleuse. Ce n'était pas un rachat, c'était un coup monté. Ils allaient transférer l'entreprise, la charger de dettes illégales provenant des autres entreprises faillies de Sterling, puis la faire s'effondrer. Julien ne perdrait pas seulement son entreprise. Il irait en prison pour une fraude qu'il n'avait pas commise, accusé d'abus de biens sociaux et de banqueroute organisée. « Je vous ai posé une question », aboya Julien, sa patience se brisant comme du verre fin. « Versez l'eau et partez. » Clara finit de verser. Elle retira la carafe. Elle aurait dû s'éloigner. Elle avait besoin de ce travail. Son père avait besoin de ses médicaments. Si elle parlait, elle était virée. Si elle restait silencieuse, un homme innocent, bien qu'arrogant et désagréable, était sur le point d'être détruit. Elle prit une inspiration tremblante. « La date », dit Clara doucement. Julien fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Pardon ?»« La date sur le dossier d'acquisition au paragraphe 3, » dit Clara, sa voix tremblant légèrement, mais gagnant en force à mesure qu'elle parlait. Elle est antidatée de 48 heures, et la société holding listée, Vantablack, c'est une entité fantôme. Elle a été dissoute par l'AMF et les régulateurs internationaux il y a 6 mois. Le silence à la table devint assourdissant. Même le jazz ambiant semblait s'être arrêté. Le visage de Sterling ne changea pas. Son masque restait impassible, mais ses jointures blanchirent autour de son verre. Julien la dévisagea, incrédule. Puis il regarda Sterling et lâcha un petit rire bref. Un rire cruel. Une entité fantôme, se moqua Julien, regardant autour de la salle comme s'il jouait pour un public imaginaire. « T'as entendu ça, Marc? » Apparemment, la serveuse est aussi avocate d'affaires internationale. Il tourna ses yeux bleus glacial vers Clara. « Savez-vous combien coûte ce costume? Il coûte plus cher que toute votre éducation. J'ai une équipe de 12 avocats qui ont examiné cet accord. Et vous, quoi? Vous pensez que parce que vous avez regardé un documentaire sur Netflix, vous comprenez la haute finance? » « Monsieur, j'ai étudié la comptabilité forensique, » plaida Clara, serrant le plateau contre sa poitrine comme un bouclier. « S'il vous plaît, regardez la clause de liquidation. Si vous signez cela, vous acceptez la responsabilité d'une dette qui n'est pas la vôtre. Ils ne vous rachètent pas. Ils font de vous le bouc émissaire. » Sterling se leva, lissant sa veste. Il avait l'air calme, mais ses yeux étaient létaux. « Julien, c'est absurde. Je n'ai pas à m'asseoir ici et à être insulté par le personnel de service. Si tu veux l'accord, signe-le maintenant. Si tu préfères prendre des conseils financiers de quelqu'un qui verse de l'eau pour gagner sa vie, je m'en vais. » Julien regarda le stylo. Il regarda les milliards sur la table, la promesse de salut. Puis il regarda Clara avec un pur dédain. « Disparaissez de ma vue, » siffla Julien. « Vous êtes viré. »
Allez chercher le gérant maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit maintenant, rugit Julien, frappant la table de sa main. Les couverts s'entrechoquèrent. Clara tressaillit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pas de tristesse, mais de la frustration brûlante d'avoir raison et d'être impuissante face à l'arrogance de la richesse. Elle hocha la tête raidement. « Vous faites une erreur, monsieur Delacroix, une erreur fatale. » Elle se tourna et s'éloigna, le dos droit malgré l'humiliation. Julien secoua la tête, laissant échapper un souffle. « Incroyable, le personnel de nos jours. »« D'accord, » dit Sterling, débouchant un stylo plume et le tendant à Julien. « Finissons-en avant qu'un autre lunatique ne nous interrompe. » Julien prit le stylo. Il sentit une montée d'adrénaline. C'était ça, la sécurité de son héritage, la fin de ses nuits blanches. Il pressa la plume sur le papier et signa son nom avec une fioriture théâtrale. Julien A. Delacroix. « Fait, » dit Julien en refermant le dossier. « À l'avenir. » Sterling sourit. C'était un sourire terrifiant, prédateur, celui du loup qui vient de voir la bergerie s'ouvrir. À l'avenir, ou ce qu'il en reste. Cela se produisit exactement 3 minutes plus tard. L'encre était à peine sèche lorsque les doubles portes de l'obsidienne s'ouvrirent à la volée. Ce n'était pas la police. C'était pire. C'était la silhouette frénétique, au visage pâle, de Sylvain Graves, l'avocat personnel de Julien et son plus vieil ami, se précipitant dans la salle à manger, trempé par la pluie. Il ignora le maître d'hôtel qui essayait de l'arrêter avec des gestes outrés. Il scanna la salle, vit Julien et sprinta vers lui, manquant de glisser sur le marbre poli. « Julien !» haleta Sylvain, se pliant en deux à la table pour reprendre son souffle. « Ne signe pas, dis-moi que tu n'as pas signé. » Julien fronça les sourcils, une coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. « Sylvain, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es trempé comme une soupe. »« L'accord, » siffla Sylvain, agrippant le bord de la table. « Nous venons de recevoir une alerte de nos contacts au Caïman. Sterling, il n'est pas solvable. Les actifs qu'il utilise pour acheter de la croix dynamique, il n'existe pas. C'est un piège à effet de levier utilisant une coquille appelée Vanta Black. Si tu signes, la dette se déclenche immédiatement. La banque saisit tout. Tes actifs personnels, le portefeuille de brevets, l'immobilier. Tu seras ruiné d'ici demain matin. » Julien se figea. Le temps sembla s'arrêter. La coupe de champagne glissa de ses doigts. Elle se brisa sur le sol en marbre, le son claquant comme un coup de feu dans le restaurant silencieux. Vanta Black. Le mot résonna dans son esprit. Le mot que la serveuse avait prononcé. Julien tourna lentement la tête pour regarder Mark Sterling. Sterling ne souriait plus. Il vérifiait sa montre, une Patek Philippe complexe. Il se leva, boutonnant sa veste avec une nonchalance calculée. Il semble que mon calendrier se soit accéléré. Mais de ceci. La signature est valide, Julien. Le transfert est déjà numérique. Mon équipe a initié le recouvrement à la seconde où t'as levé le stylo. Espèce de... chuchota Julien, se levant, tremblant de rage. Tu voles mon entreprise. Je la liquide, corrigea Sterling froidement. Il y a une différence, et grâce à cette signature, c'est entièrement légal. Sterling se tourna pour partir, mais Sylvain bloqua son chemin. C'est de la fraude. Prouvez-le, ricana Sterling. On se voit au tribunal. Je m'assurerai de vous envoyer une carte postale depuis votre propre yacht. Sterling bouscula l'avocat et sortit du restaurant à grandes enjambées, laissant Julien debout dans les décombres de sa vie. Le verre brisé avait attiré l'attention de toute la salle. L'humiliation était totale, absolue. Mais au milieu de la panique, du bourdonnement dans ses oreilles et de la vision soudaine de son empire s'effondrant en poussière, l'esprit de Julien s'accrocha à une singularité impossible. Elle savait, la fille avec la carafe d'eau, la fille qu'il venait de virer comme une malpropre. Elle avait connu le nom Vanta Black. Sa propre équipe de 12 avocats d'élite l'avait manqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais une serveuse l'avait repéré en 10 secondes, à l'envers. « Sylvain, » dit Julien, sa voix sonnant creuse. « Le transfert. Peut-on l'arrêter? »« Je ne sais pas. » bégaya Sylvain, essuyant la pluie de son visage. Si le déclencheur de dette est instantané, les comptes gèlent déjà. Nous avons besoin d'une faille. Nous devons trouver où l'entité Vanta Black est domiciliée et prouver qu'elle a été dissoute avant la date de signature.
mais cela nécessite l'accès au grand livre noir, au registre caché. Ça prend des semaines. Nous n'avons pas des semaines, claqua Julien, retrouvant soudain son énergie. Il regarda vers les portes de la cuisine où Clara avait disparu. Nous avons des heures. Julien ne courait pas souvent. C'était un homme qui marchait avec un but précis. Mais maintenant, il courait. Il sprinta devant les dîneurs stupéfaits, devant le maître d'hôtel confus, et fit irruption à travers les portes battantes de la cuisine. La cuisine était une symphonie chaotique de chefs hurlant des commandes, de poêles s'entrechoquant et de vapeur. Julien les ignora tous. « Où est-elle » cria-t-il. Le chef de cuisine, un homme large avec une barbe épaisse, leva les yeux d'une poêle de coquille Saint-Jacques grésillante. « Où est-ce qui ?»« Oh, la serveuse, celle avec les cheveux bruns. Clara. »« Clara ?» Le chef fronça les sourcils, essuyant ses mains sur un torchon. « Vous l'avez virée, non? Elle vient de partir par la ruelle arrière, en pleurant toutes les larmes de son corps. Pauvre gamine, elle est probablement à mi-chemin de l'arrêt de bus maintenant. » Julien jura et courut vers la sortie arrière. Il fit irruption dans la ruelle. La pluie était torrentielle maintenant, une averse froide et mordante. La ruelle était sombre, sentant le carton mouillé et l'ozone. Il regarda à gauche. Rien que des bennes à ordures. Il regarda à droite. Là, au bout de la ruelle, une silhouette s'éloignait péniblement, les épaules voûtées contre la pluie. Pas de parapluie. « Clara » hurla Julien. Elle ne s'arrêta pas. Elle continuait de marcher. Il courut après elle, ses chaussures en cuir italien éclaboussant dans des flaques de graisse et de boue. Il la rattrapa, agrippant son bras. « Clara, attends !» Elle se retourna vivement, arrachant son bras de sa prise. Son visage était strié de pluie et de mascara. Ses yeux étaient rouges. « Ne me touchez pas. Je pars. Je ne ferai pas de scène, d'accord? Laissez-moi juste partir. Je ne suis pas là pour vous virer. » haleta Julien, à bout de souffle. La pluie plaquait ses cheveux sur son front, ruinant son image immaculée de PDG intouchable. « Vous l'avez déjà fait, » cracha-t-elle en retour. « Vous m'avez humilié. Vous vous êtes moqué de moi devant tout le monde. »« Je sais, » dit Julien. Il se tenait là, trempé, frissonnant, regardant cette jeune femme qui possédait la clé de sa survie. Pour la première fois en 20 ans, Julien Delacroix devait faire quelque chose qu'il détestait. Il devait supplier. « Vous aviez raison, » dit-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. « Sterling, il m'a piégé. La société vanta Black. Vous aviez raison. » Clara arrêta d'essuyer ses yeux. Elle le regarda vraiment. Elle vit la peur derrière ses yeux, la terreur nue d'un homme qui voit le sol se dérober. « Il a signé, » comprit-elle. « J'ai signé, » admit Julien, la honte colorant son ton. « Et maintenant, je suis sur le point de tout perdre. Mon entreprise, ma réputation, l'œuvre de ma vie. » Clara le fixa pendant un long moment, l'eau ruisselant sur son visage. « Pourquoi me dites-vous cela? Allez appeler vos avocats. »« Mes avocats sont inutiles, » cria Julien, la frustration débordant. « Ils l'ont manqué. Pas vous. Vous connaissiez la règle spécifique de la MF. Vous connaissiez le nom. Comment. Je vous l'ai dit, » dit Clara, serrant son gilet fin plus fort contre elle. « J'ai étudié ça. J'ai reconnu le schéma. Sterling utilise une fraude en miroir. Il crée un profil de dette dupliqué pour masquer le transfert d'actifs. Julien ne comprenait pas la mécanique exacte, mais il comprenait la confiance absolue dans sa voix. « Pouvez-vous l'arrêter? Moi? » Clara laissa échapper un rire amer. « Je suis une serveuse, vous vous souvenez? Je suis personne. Un meuble. Vous êtes la seule personne qui a vu le piège, » dit Julien, s'approchant d'un pas. « Sylvain dit que nous devons prouver que l'entité a été dissoute. Il dit que cela prendra des semaines. Nous avons jusqu'à l'ouverture des marchés à Tokyo. C'est dans 4 heures. » Clara baissa les yeux vers le sol sale de la ruelle. Elle pensa à son père alité. Elle pensa au loyer du mardi. Elle pensa à la façon dont cet homme l'avait regardée, comme si elle était un déchet 1 heure plus tôt. « Donnez-moi une seule raison pour laquelle je devrais vous aider, » dit-elle froidement. Julien ravala sa fierté. « Parce que si vous ne le faites pas, 40 000 personnes perdent leur emploi demain, des familles entières, et parce que je vous paierai. Je ne veux pas de votre argent. »« Alors quoi ?» demanda Julien désespérément. « Nommez votre prix. » Clara leva les yeux, ses yeux durs comme du silex. « Je veux finir mon diplôme.
Frais de scolarité complets, prise en charge. Et je veux un travail. Pas comme serveuse, comme analyste dans votre firme. Si je la sauve. Julien n'hésita pas une seconde. Accordé. Double scolarité. Poste d'analyste senior. Tout ce que vous voulez. Aidez-moi juste. Clara prit une profonde inspiration, la pluie égouttant de son nez. Elle regarda le milliardaire réduit à un homme désespéré dans une ruelle sombre. « D'accord, dit-elle, mais on ne peut pas faire ça depuis un cabinet d'avocats. Sterling surveillera les serveurs de votre firme. Nous devons aller quelque part hors réseau. » « Où ?» Clara sortit un smartphone à l'écran fissuré de sa poche. « Mon appartement. J'ai une connexion sécurisée que j'utilisais pour mes recherches de thèse. Et nous avons besoin de café. Beaucoup de café. » Julien Delacroix, qui buvait habituellement du café importé coûtant 20 € la tasse, hocha la tête. Montrez le chemin. Le trajet jusqu'à l'appartement de Clara fut les 21 minutes les plus longues de la vie de Julien. Il était assis sur le siège passager de sa berline de luxe, qu'il devait conduire lui-même puisqu'il avait renvoyé son chauffeur pour la nuit, tandis que Clara donnait les directions. Ils finirent dans un quartier que Julien n'avait vu qu'aux informations, une banlieue grise où les barres d'immeubles s'effritaient. Clara lui indiqua de se garer près d'une épicerie de nuit. « Ma voiture va être désossée ici, » marmonna Julien, lorgnant un groupe d'adolescents au coin de la rue. « Alors peut-être que vous auriez dû y penser avant de signer votre fortune, » répliqua Clara, détachant sa ceinture de sécurité. « Venez. » Son appartement était au 4e étage, sans ascenseur. C'était minuscule, un studio étudiant typique. Le salon était aussi la cuisine et la chambre. Mais ce qui attira l'œil de Julien n'était pas la pauvreté évidente. C'était le bureau dans le coin. Il était dominé par 3 écrans, tous des modèles anciens récupérés, reliés à une tour qui semblait construite à la main. Des piles de manuels sur le droit financier et l'audit forensique s'entassaient haut sur le sol. « Bienvenue au quartier général », dit Clara, jetant son gilet mouillé sur le lit. Elle s'assit à la chaise et tapa sur le clavier. Les écrans s'animèrent, affichant des lignes de code et des tickers de marché boursier. Julien restait maladroitement près de la porte, dégoulinant d'eau sur un tapis qui semblait avoir été acheté dans une brocante. « C'est confortable. C'est pas cher, » corrigea Clara. « Asseyez-vous sur le lit. Ne touchez pas au clavier. » Elle commença à taper furieusement. « D'accord, voici la situation. Sterling a exécuté une étape miroir. Cela signifie que la signature numérique que vous avez fournie agit comme une clé. Elle déverrouille le pare-feu autour des comptes de Delacroix Dynamique, permettant à Vanta Black d'injecter la dette toxique. Une fois que la dette touche votre grand livre, les algorithmes de la banque gèleront automatiquement vos actifs pour couvrir le passif. « Comment l'arrête-t-on » demanda Julien, se penchant en avant. « On ne peut pas arrêter l'injection » dit Clara, ses yeux scannant les données qui défilaient. « C'est déjà en cours. Regardez. » Elle pointa un graphique sur l'écran de gauche. Une ligne rouge piquait verticalement. « C'est votre liquidité qui se vide. Vous perdez environ 10 millions d'euros par seconde. » Julien sentit la bile monter dans sa gorge. « Alors c'est fini ?»« Non, » dit Clara. « L'étape miroir a un défaut. Pour que la dette paraisse légitime, elle doit passer par un serveur de vérification. Habituellement, ces types utilisent un serveur dans un pays sans extradition, le Panama ou la Russie. Si nous pouvons trouver l'adresse IP de ce serveur de vérification et le surcharger de requêtes, fondamentalement une attaque DDoS ciblée, nous pouvons brouiller le signal. La banque ne recevra pas la confirmation d'aide vérifiée. » Julien la regarda, stupéfait. « Vous voulez cyberattaquer une banque? »« Non, je veux cyberattaquer les criminels qui braquent la banque, » dit Clara. « Mais je ne trouve pas l'IP. Sterling est intelligent. Il l'a camouflé. » Elle pivota sur sa chaise. « J'ai besoin de savoir quelque chose. Pendant le dîner, est-ce que Sterling avait des appareils électroniques sur la table? Un téléphone? Une tablette? » Julien réfléchit. « Non, juste le dossier et sa montre. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre. » « Quel genre de montre? » « Une Patek Philippe, mais hybride, connectée. Je l'ai remarqué parce qu'elle avait l'air trop sportive pour son costume. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « C'est ça. La clé de vérification n'est pas sur une ferme de serveurs. Elle est à son poignet. Il diffuse le signal localement pour le garder hors du web jusqu'à ce que le transfert soit terminé.
Il doit rester à portée d'un nœud sécurisé spécifique. Où serait le nœud? Et près de l'endroit où l'accord a été signé. Déduisit Clara. Le restaurant? Il a quitté le restaurant, dit Julien. Il n'ira pas loin, dit Clara, tapant à nouveau. S'il perd la connexion, le transfert se met en pause. Il est probablement à un hôtel voisin ou un bar. Julien sortit son téléphone. Je peux suivre sa voiture. Nous avons un service de chauffeur mutuel, Black Card Limo. J'ai les codes administrateurs. Les doigts de Julien volèrent sur son téléphone. Je l'ai. Il n'est pas à l'hôtel. Il est au salon velours. C'est un bar à cigares, privé à 3 rues du restaurant. Clara se leva. Nous devons y aller. Et faire quoi? Demanda Julien. Lui demander gentiment d'éteindre sa montre? Non, dit Clara, attrapant un appareil distinct et lourd dans le tiroir de son bureau. Il ressemblait à une grosse clé USB avec une antenne. Ceci est un renifleur de paquets. Si je peux m'approcher à moins d'1,50 m de cette montre, je peux cloner le signal et envoyer une commande d'annulation à la banque. Vous avez un renifleur de paquets qui traîne chez vous? Je vous l'ai dit Clara, un petit sourire féroce apparaissant. J'étudie la comptabilité forensique. Parfois, cela signifie s'introduire dans le coffre-fort pour voir comment les voleurs sont entrés. Julien la regarda avec un nouveau respect. La serveuse terrifiée avait disparu. À sa place se tenait un génie tactique. Nous avons un problème cependant, dit Julien, regardant son costume ruiné. Vous ne pouvez pas entrer au salon velours habillé comme ça. Il fit un geste vers son uniforme de serveuse humide. Et je ressemble à un rat noyé. Ils ont un code vestimentaire strict. Membres seulement. Clara regarda ses vêtements. Je n'ai rien de chic. Julien vérifia sa montre. Nous avons 3 heures avant l'ouverture de Tokyo. Nous devons vous trouver une robe. Et nous devons me trouver un costume sec. Il attrapa son téléphone à nouveau. J'appelle ma styliste. Elle va nous retrouver au showroom dans le centre. C'est fermé, mais je suis propriétaire de l'immeuble. On va faire du shopping? Demanda Clara, incrédule, alors que mon avenir et votre entreprise brûlent. Nous partons en guerre, corrigea Julien, ouvrant la porte. Et dans mon monde, on a besoin d'une armure. Le showroom de la maison Chloé était situé au cœur du quartier de la mode. Une boîte de verre imposante qui exposait des costumes coûtant plus cher qu'une année de salaire minimum. Il était minuit moins le quart. La ville dormait, mais les lumières à l'intérieur du showroom s'allumèrent lorsque Julien déverrouilla la porte latérale avec un code passe-partout. Clara entra, frissonnant. La climatisation était réglée sur un froid glacial. Elle croisa les bras, se sentant douloureusement déplacée dans son uniforme taché et ses baskets mouillées contre la moquette blanche et moelleuse. « Chloé !» appela Julien, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Du bureau arrière, une femme émergea. Chloé, la styliste de Julien depuis une décennie, était une femme aux traits acérés dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés coupés au carré. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air prête pour une crise. Julien lui avait envoyé un texto rapide. Urgence. Garde-robe nécessaire. Refonte totale. Maintenant. Chloé jeta un coup d'œil à Julien, trempé, cheveux ébouriffés, yeux fous, puis à Clara. Elle ne posa pas de questions. Elle ne haleta pas. Elle frappa simplement dans ses mains. « Bien, » dit Chloé, sa voix coupante et professionnelle. « Monsieur Delacroix, le smoking bleu nuit est repassé à l'arrière. Allez prendre une douche dans la suite exécutive. Vous avez 10 minutes. » Julien hocha la tête et disparut vers les arrière-salles. Chloé tourna son regard vers Clara. Elle tourna autour d'elle, lentement, l'inspectant comme une pièce d'art abstrait qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Quel est votre rôle ce soir, ma chérie ?» demanda Chloé, soulevant une mèche des cheveux mouillés de Clara avec 2 doigts. Décoration de bras ou partenaire d'affaires. Clara se redressa malgré l'épuisement dans ses os. Aqueuse et sauveuse apparemment, Chloé sourit. Un sourire authentique et terriblement efficace. Sauveuse, j'aime ça. On n'habille pas les sauveuses en polyester. Elle attrapa le poignet de Clara et la tira vers l'aile féminine du showroom. Nous allons au salon velours, je suppose. L'endroit préféré de Julien pour broyer du noir. « Oui, » dit Clara. « Nous devons nous approcher d'une cible. Je dois avoir l'air d'appartenir à ce monde. »« Non, chérie, » dit Chloé, tirant une housse de vêtements d'un portant. « Si je fais bien mon travail, vous n'aurez pas seulement l'air d'appartenir.
Vous aurez l'air de posséder l'endroit et la cible ne regardera pas sa montre. Il vous regardera vous. Pendant les 20 minutes suivantes, Clara cessa d'être Clara la serveuse. Elle devint une toile. Chloé travailla avec la vitesse d'une équipe de Formule 1. L'uniforme mouillé fut jeté. Clara fut poussée sous une douche brûlante, frottée avec un exfoliant qui sentait le luxe, et séchée. Quand elle sortit, Chloé attendait avec la robe. C'était une robe longue en soie vert émeraude, dos nu avec une fente qui remontait haut sur la cuisse gauche. Elle était assez modeste pour être classe, mais assez dangereuse pour arrêter un cœur. « Mettez-la », commanda Chloé. « Les chaussures sont dans la boîte. Talons de 10 centimètres. Pouvez-vous marcher avec? » « Dotze, je porte des plateaux de farita brûlants pendant 8 heures par jour, » dit Clara en enfilant la soie. « Je peux courir un marathon avec ça. » Elle ferma la robe, elle allait comme une seconde peau. Chloé appliqua le maquillage. Des yeux charbonneux, une lèvre rouge sang et un contouring qui soulignait l'intelligence aiguë des pommettes de Clara. Elle sécha les cheveux de Clara en cascades ondulées qui tombaient sur une épaule. Enfin, Chloé lui tendit une petite pochette incrustée de cristaux noirs. « C'est du vintage, » dit Chloé, « et c'est creux, parfait pour la contrebande. » Clara plaça soigneusement l'appareil de reniflage de paquets à l'intérieur. Il rentrait parfaitement. Quand elles revinrent dans la salle principale, Julien attendait. Il était transformé. L'homme trempé et désespéré de la ruelle avait disparu. À sa place se tenait Julien Delacroix, le titan de l'industrie. Il portait un smoking bleu, nuit avec un revers noir, une chemise blanche impeccable et un nœud papillon qui était parfaitement de travers, suggérant une élégance sans effort. Il vérifiait son téléphone, faisant les 100 pas. Il s'arrêta quand il entendit les talons claquer sur le marbre. Il se retourna. Pendant 5 secondes, le milliardaire ne respira pas. Il fixa Clara. Il l'avait regardée plus tôt ce soir-là et avait vu une domestique. Maintenant, il voyait une reine. La robe émeraude faisait ressortir les éclats d'or dans ses yeux bruns. Elle avait l'air puissante, létale. « Eh bien ?» demanda Clara, se sentant gênée sous son regard. « Est-ce que je passe le test ?» Julien s'éclaircit la gorge, ajustant ses manchettes. « Vous passez ?» Il regarda Chloé. « Tu es une magicienne, Chloé. »« Je sais, » dit Chloé, tendant à Julien un mouchoir frais. « Maintenant, allez sauver votre empire et essayez de ne pas ruiner la soie. » Ils marchèrent jusqu'à la voiture, la pluie ayant cessé, laissant les rues de la ville scintiller comme de l'huile. Julien tint la porte ouverte pour elle, un geste dont il ne s'était pas soucié pour aucune femme depuis des années. Alors qu'il conduisait vers le salon velours, le silence dans la voiture était lourd. « Vous avez l'air différente, » dit Julien, gardant les yeux sur la route. « Je porte 5 000 € de soie, » répondit Clara, serrant la pochette fort. « Mais en dessous, je suis toujours la fille que vous avez virée parce qu'elle essayait de vous aider. » Julien resserra sa prise sur le volant. « Je suis désolé. » Les mots flottèrent dans l'air. « J'étais arrogant, » continua-t-il, sa voix basse. « J'ai été entouré de gens qui me disent oui depuis si longtemps que quand quelqu'un m'a dit non, je n'ai pas su comment le traiter. Vous essayez de me sauver et je vous ai traité comme un meuble. » Clara termina la phrase. « Oui, comme un meuble. » Julien lui jeta un coup d'œil. « Si on réussit ce coup, si on survit ce soir, je vous le promets, Clara, vous ne serez plus jamais invisible. » Clara regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. « Obtenons d'abord l'adresse IP, ensuite nous pourrons parler de ma visibilité. » Ils s'arrêtèrent devant le trottoir du salon velours. C'était une porte noire sans prétention, sans enseigne, gardée par un homme qui semblait lutter contre des ours pour se détendre. « C'est l'heure du spectacle, » chuchota Julien. « Souvenez-vous du plan. »« À s'approcher, » récita Clara. « Le faire parler. Cloneur le signal. Détruire le transfert. »« Simple, » dit Julien, bien que ses mains tremblassent légèrement. « Julien, » dit Clara, tendant la main et touchant la sienne. Sa peau était chaude contre ses doigts froids. « Vous êtes le PDG. Agissez comme tel. Ne le laissez pas vous voir saigner. » Julien prit une profonde inspiration. Il serra sa main, puisant de la force chez la serveuse devenue son général. « D'accord, » dit-il, masquant sa peur avec un vernis de calme glacial. « Allons gâcher une fête. » Le salon velours sentait le vieil argent, le bois de cèdre et le tabac cubain.
L'éclairage était ambré et tamisé, conçu pour obscurcir les visages des politiciens, des juges et des magnats qui fréquentèrent les banquettes en cuir. Julien et Clara passèrent devant le videur. Julien ne montra même pas de pièce d'identité. Il fit juste un signe de tête, et le videur, reconnaissant le visage qui avait fait la couverture de Forbes 3 fois, s'écarta. À l'intérieur, le bourdonnement de la conversation était bas et intense. Du jazz jouait doucement depuis un piano dans le coin. « Repérez-le », murmura Julien, prenant le bras de Clara. Ils se déplacèrent à travers la salle comme un couple de pouvoir, les têtes se tournant sur leur passage. Clara sentait les yeux sur elle, calculateur, évaluateur. Elle garda le menton haut, canalisant chaque once de confiance qu'elle avait feinte lors de ses examens les plus difficiles. Là, chuchota-t-elle, dans le coin du fond, dans une banquette semi-privée, surélevée sur une estrade, était assis Mark Sterling. Il n'était pas seul. Il était entouré de 3 hommes en costume gris, des avocats ou des banquiers, et 2 gardes du corps massifs debout au périmètre de la banquette. Sterling avait l'air triomphant. Il fumait un gros cigare, un verre de cognac dans une main, gesticulant largement de l'autre. À son poignet gauche, tourné vers la salle, se trouvait la montre Patek Philippe. « Il célèbre », dit Julien, sa mâchoire se serrant. « Il pense que le transfert est fait. Il attend juste le ping de confirmation. » « Nous devons nous approcher à moins d'1,50 m, lui rappela Clara. « Les gardes du corps ne nous laisseront pas simplement marcher vers lui. »« Regardez-moi faire, » dit Julien. Il attrapa un serveur passant par là avec un plateau de champagne. Il prit 2 verres. « Buvez ça, » dit-il en en tendant un à Clara. « Ça calme les nerfs. » Il avala le sien d'un trait et posa le verre vide sur une table voisine. Puis, prenant une voix forte, légèrement pâteuse, la voix d'un homme qui avait commencé à boire pour oublier ses chagrins, il appela « Marc ». La salle devint silencieuse. Sterling s'arrêta au milieu de sa phrase. Il leva les yeux, ses paupières se plissant en voyant Julien. Julien trébucha légèrement, s'appuyant sur Clara pour le soutien. C'était une performance brillante. Il ressemblait à un homme brisé venant supplier ou se battre. « Julien », dit Sterling, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je ne m'attendais pas à te voir, et certainement pas habillé pour un enterrement. » Il lorgna le smoking. « Ou peut-être un mariage. Je suis venu porter un toast, » annonça Julien, marchant vers la banquette. Les gardes du corps s'avancèrent pour le bloquer, mais Sterling leur fit signe de baisser les bras. Il voulait ça. Il voulait que le public voie Julien Delacroix s'agenouiller. « Laissez-le passer, » dit Sterling, souriant cruellement. « Viens, Julien, rejoins-nous. Qui est ta compagne ?» Julien guida Clara vers les marches de l'estrade. Ils étaient maintenant à 2 mètres. « C'est Clara, » dit Julien, bafouillant légèrement. « C'est la seule qui m'aime encore ce soir. »« Charmé, » dit Sterling, regardant Clara de haut en bas avec un intérêt prédateur. « Tu as un goût excellent en matière de femme, Julien. Dommage pour ton goût en matière de partenaire d'affaires. » La table de sycophante rit. Clara força un sourire. Elle déplaça sa pochette, l'orientant vers le poignet de Sterling. Elle devait être plus proche. « Monsieur Sterling », ronronna Clara, s'avançant. Elle ajusta sa voix pour qu'elle soit rauque, séduisante. « Julien m'a tellement parlé de vous. Il dit que vous êtes l'homme le plus intelligent de la pièce. » Sterling se rengorgea. L'ego était toujours la faille fatale. « Ah bon? Eh bien, Julien a ses moments de lucidité. J'adorerais voir cette montre, » dit Clara, s'avançant jusqu'au bord de la table. Elle était maintenant à 1 mètre. « Est-ce une Patek? Mon père les collectionnait. » Sterling regarde son poignet. C'est une complication personnalisée. « Puis-je? » Clara tendit une main, planant au-dessus de son poignet. Sterling hésita, puis eut un sourire en coin. Il tendit le bras. « Regardez, mais ne touchez pas, ma chère. » Clara se pencha, faisant semblant d'admirer la montre. Sous la table, son doigt pressa le bouton d'activation sur l'appareil à l'intérieur de sa pochette. Clic. Elle compta dans sa tête. 1, 2, 3. Une minuscule LED bleue, sur le côté de sa pochette, clignota une fois, acquérant le signal. Elle avait besoin de 10 secondes. « C'est magnifique, » dit Clara, gagnant du temps. « L'artisanat est exquis. Est-ce le modèle 5270 ?»« Œil de lynx, » dit Sterling, impressionné. « Vous connaissez vos garde-temps. Je connais la valeur quand je la vois, » dit Clara,
ses yeux verrouillés sur les siens. 6, 7. Soudain, le téléphone de Sterling vibra sur la table. Il y jeta un coup d'œil. « Monsieur » chuchota l'un des avocats en costume gris. Le portail bancaire, il lag, le protocole de poignée de main cale. Sterling fronça les sourcils. Il retira son bras, éloignant la montre de Clara. « Comment ça, il cale ?» claqua Sterling. « Connexion interrompue », dit l'avocat, tapant frénétiquement sur une tablette. « C'est comme une interférence. » La tête de Sterling se releva brusquement. Il regarda Julien, qui ne s'avachissait plus. Il regarda Clara, dont la main était toujours tendue. Il regarda la pochette. Sterling était un criminel, mais un criminel brillant. Il réalisa instantanément que le Julien ivre et la beauté admirative étaient une construction. « Brouilleur !» siffla Sterling. Il se leva si vite que sa chaise se renversa. « Il brouille le signal. Attrapez-la. »« Courez !» cria Julien. L'illusion se brisa. Les gardes du corps bondirent. Julien ne se battit pas comme un gentleman. Il attrapa le lourd cendrier en cristal de la table et l'écrasa sur le visage du premier garde du corps. L'homme s'effondra avec un hurlement. « Clara, vas-y !» rugit Julien, taclant le deuxième garde du corps autour de la taille. Clara ne courut pas. Pas encore. Elle regarda la pochette. La lumière était bleue fixe. Téléchargement terminé. Elle avait la clé, mais Sterling venait pour elle. Il sauta par-dessus la table, le visage tordu par la rage. « Donne-moi ce sac. » Clara enleva ses talons d'un coup de pied. Elle était plus petite maintenant, mais plus rapide. Elle esquiva la main agrippante de Sterling, plongeant sous son bras. Elle pivota et, utilisant un mouvement qu'elle avait appris dans un cours d'autodéfense au centre communautaire de son quartier, enfonça son coude dans le plexus solaire de Sterling. Ce n'était pas un coup de grâce, mais cela lui coupa le souffle suffisamment pour le faire trébucher. « Julien !» hurla-t-elle. Julien repoussa le garde du corps d'un coup de pied et se releva précipitamment. Il attrapa la main de Clara. « Bouge, bouge !» Ils sprintèrent vers la sortie. Tout le salon était dans le chaos. Les serveurs lâchaient des plateaux. Les clients criaient. « Arrêtez-les !» s'époumonna Sterling, pointant un doigt tremblant. « Utilisez s'il le faut. » Le videur à la porte les vit venir. Il se mit dans l'encadrement, un mur de muscles bloquant leur fuite. Il n'y avait aucun moyen de le contourner. Julien ne ralentit pas. « Fais-moi confiance » hurla-t-il à Clara. « Toujours. » Julien baissa l'épaule, mais au lieu de percuter le videur, il glissa sur le sol poli, fauchant les jambes du videur comme un joueur de football taclant pour le ballon. Le videur s'écrasa lourdement. Clara sauta par-dessus l'amas de membres, sa robe émeraude volant autour d'elle. Julien se releva et ils firent irruption dans la rue. « Voiture !» hurla Julien. Ils plongèrent dans sa berline. Julien martela le bouton de démarrage. Le moteur rugit à la vie juste au moment où les portes du club s'ouvraient violemment et les hommes de Sterling se déversèrent dehors. Julien écrasa l'accélérateur. La voiture démarra en crissant, laissant un nuage de fumée de pneus et un Mark Sterling furieux debout sur le trottoir. « Tu l'as eu ?» cria Julien, évitant un taxi, brûlant un feu rouge. Son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Clara haletait, serrant la pochette contre sa poitrine. Elle sortit l'appareil. Elle le brancha à son téléphone. Vérification. Elle haleta. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait sur l'écran, vérifiant les données du paquet. Une coche verte apparut sur son écran. « Je l'ai. » Elle rit. Un son de pure hystérie et de soulagement. « J'ai la clé de vérification. Nous avons son empreinte digitale numérique. » Julien poussa un cri de joie en frappant le volant. « Vous êtes incroyable, absolument incroyable. » Les yeux sur la route, milliardaire, avertit Clara, bien qu'elle sourit. « Nous n'avons pas fini. Nous avons la clé, mais nous devons encore l'utiliser. Nous devons injecter la commande d'arrêt dans le serveur bancaire avant l'ouverture du marché de Tokyo. Combien de temps avons-nous » Clara vérifia l'heure. « 45 minutes. Et nous avons besoin d'une connexion stable. On ne peut pas faire ça sur les données mobiles. C'est trop lent et non sécurisé. Retour à votre appartement ?»« Non, » dit Clara, son visage s'assombrissant. « Ils savent qui je suis maintenant. Sterling aura envoyé une équipe chez moi. C'est compromis. Mon bureau. Trop évident. Ils surveilleront l'immeuble. » L'esprit de Julien s'emballa. Où pouvaient-ils aller?
Ils avaient besoin d'Internet par fibre optique haut débit, d'une confidentialité totale et d'un endroit où Sterling ne penserait pas à chercher. « Je connais un endroit », dit Julien, ses yeux se plissant alors qu'un plan se formait. « C'est risqué, mais ça a la connexion la plus rapide de la ville. » « Où? » « Il y a la ferme de serveurs, le centre de données principal de Delacroix Dynamique. C'est souterrain. C'est une forteresse. Mais si Sterling contrôle le conseil d'administration, sa sécurité ne sera-t-elle pas là? Vincent, le conseil contrôle les bureaux, dit Julien, prenant un virage serré vers la zone industrielle. Mais le centre de données, c'est mon bébé. J'ai construit les verrous biométriques moi-même. Seul mon scan rétinien peut ouvrir la salle de contrôle principale. Sterling n'a pas mes yeux. Ils filèrent vers la zone portuaire où les entrepôts massifs se dressaient comme des géants endormis dans l'obscurité. Mais alors qu'ils approchèrent de la grille du centre de données, Julien écrasa les freins. « Merde !» chuchota-t-il. Devant eux, 2 SUV noirs étaient carrés horizontalement en travers de l'entrée. 4 hommes montèrent la garde, tenant ce qui ressemblait étrangement à des pistolets mitrailleurs sous leurs manteaux. « Il nous a devancés », chuchota Clara, l'horreur se lisant sur son visage. « Il savait que vous viendriez ici. Mott, il est minutieux, je lui accorde ça, » dit Julien, reculant la voiture lentement dans les ombres avant qu'il ne soit repéré. « Et maintenant ?» demanda Clara. « Nous avons la clé, mais pas de porte pour la mettre. » Julien regarda Clara. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une clarté froide et dure. Il regarda la femme qui avait tout risqué pour lui. Un homme qui l'avait viré quelques heures plus tôt. « Il y a un autre endroit, » dit doucement Julien. « Mais vous n'allez pas aimer? » « Julien, je viens de mettre un coup de coude à un milliardaire dans l'estomac et de sauter par-dessus un videur. Essayez toujours. »« La maison de mon ex-femme, » dit Julien en grimaçant. Clara le fixa. « Vous plaisantez. Véronique est la PDG de Vertex Systems. Elle a une ligne T1 dans son bureau à domicile qui rivalise avec celle du Pentagone. Et, Julien soupira, elle déteste Sterling plus qu'elle ne me déteste, ce qui n'est pas peu dire. Pourquoi déteste-t-elle Sterling? Parce qu'avant d'essayer de voler mon entreprise, dit Julien, remettant la voiture en vitesse, il a essayé de voler la sienne. Et Véronique? Eh bien, Véronique ne rate jamais sa cible. Conduisez, dit Clara. Je veux rencontrer cette femme. Ils arrivèrent devant un manoir moderne et élégant sur les collines de Neuilly, surplombant Paris. Il était 1h du matin. Julien se gara au portail et appuya sur l'interphone. « Allez-vous-en » grésilla une voix féminine tranchante. « J'ai des chiens de garde et je n'ai pas peur de les nourrir. Véronique, c'est Julien, dit-il dans le haut-parleur. « Encore mieux, répondit-elle. Maintenant, je peux leur donner de la viande de qualité. Véronique, s'il te plaît, j'ai Sterling. Je le tiens à la gorge, mais j'ai besoin de ton Internet. » Il y eut un long silence, puis un buzzer retentit et les grilles de fer s'ouvrirent. Julien remonta l'allée. Debout sur le porche, enveloppée dans un kimono en soie et tenant un verre de vin, se trouvait Véronique Charpentier. Elle était belle, terrifiante, et regardait Julien comme s'il était une tache sur son allée. Elle regarda qui sortait de la voiture, dans sa robe émeraude, serrant le renifleur de paquet. « Qui est-ce » demanda Véronique, sirotant son vin. « La nouvelle saveur du mois. C'est... » commença Julien en montant les marches. « C'est la directrice financière de ma survie ce soir, et nous avons besoin de ton terminal. » Véronique regarda Clara. « Serveuse. » Clara cligna des yeux. « Comment avez-vous su? »« J'ai des yeux partout, » dit Véronique sèchement. « Et vous avez l'agitation de l'industrie du service écrite sur tout votre visage. J'aime ça. » Elle s'écarta. « Entrez, mais si vous mettez du sang sur mes tapis blancs, je vous poursuis en justice. » Ils se précipitèrent dans le bureau de Véronique. C'était une merveille technologique. Clara ne perdit pas de temps. Elle s'assit au bureau, poussa le clavier de Véronique de côté et brancha son appareil. « D'accord, » dit Clara, ses doigts volants, initialisant la poignée de main. « J'usurpe le signal de la montre de Sterling. La banque pense que je suis lui. » Sur l'écran, une invite de connexion apparut. « Accès vérifié, groupe Chimera. »« Je suis dedans, » souffla Clara. « Trouve le transfert Vanta Black, » commanda Julien, se penchant par-dessus son épaule. « Recherche en cours, trouvé, » pointa Clara. « Statut,
En attente d'autorisation finale. 98% complète. Annule-le, dit Véronique, appuyée contre le cadre de la porte. Brûle tout. Clara tapa la commande. Annuler le transfert. Récupérer les actifs. Elle appuya sur Entrée. L'écran se figea. Une roue rouge tournoyante apparut. Allez, chuchota Clara. Soudain, une boîte de dialogue apparut sur l'écran. Accès refusé. Override biométrique requis. Veuillez scanner l'empreinte du pouce. La pièce devint froide. Il a un verrou secondaire, dit Clara, sa voix tremblant. Le signal de la montre ne suffit pas. Il a besoin d'une empreinte digitale. Nous n'avons pas son pouce, dit Julien, la panique montant. Nous avons échoué. Réfléchis, Clara, plaida Julien. Tu connais les modèles, tu connais les fraudes. Comment contourne-t-on un verrou biométrique sans le corps? Clara fixe l'écran. Son esprit revint à ses cours à Dauphine. La biométrie n'était pas de la magie, c'était des données. Une empreinte de pouce était juste un fichier visuel converti en un code de hachage. Je n'ai pas besoin de son pouce, réalisa Clara, ses yeux s'écarquillant. J'ai juste besoin d'une photo de celui-ci. Une photo haute résolution. Elle se tourna vers Julien. Le contrat, celui que vous avez signé au dîner. Quoi à propos de lui? Sterling l'a manipulé. Il l'a tenu pour que vous signiez. A-t-il touché le papier? A-t-il pressé son pouce sur la page? Julien ferma les yeux, rejouant la mémoire. Oui, il tenait le coin inférieur. Son pouce était juste sur le logo. Avez-vous le contrat? Non. Sterling l'a pris. Avez-vous pris une photo? Demanda Clara désespérément. Pour vos dossiers? Julien secoua la tête. Non, j'étais trop occupé à être arrogant. Attendez, interrompit Véronique. Elle marcha vers le bureau. Julien, espèce d'idiot, tu portes des lunettes connectées quand tu conduis pour enregistrer les accidents pour l'assurance. Les portais-tu quand tu es entré dans le restaurant? Julien fouilla dans sa poche. Il sortit une paire de lunettes à monture noire fine. Il les portait occasionnellement pour tester la technologie de son entreprise. Il les avait quand il est entré à l'Obsidienne. Je les ai enlevées à la table, dit Julien. Mais elles enregistraient quand je suis entré. Et Sterling m'a tendu le dossier avant que je m'assoie. Branchez-les, ordonna Clara. Julien connecta les lunettes à l'ordinateur. Clara ouvrit le fichier vidéo. C'était une séquence tremblante de l'entrée dans le restaurant. S'asseyant. « Pause !» cria Clara. Sur l'écran, figé, se trouvait Mark Sterling tenant le dossier noir. Son pouce droit était pressé fermement contre le papier blanc du contrat. La résolution est en 4K, marmonna Clara. Amélioration. Amélioration. Elle zooma sur le pouce. Les crêtes de l'empreinte devinrent visibles. C'était flou, mais c'était là. Je peux convertir ça, dit Clara, tapant furieusement. Je peux mapper les crêtes de contraste en une clé numérique. Donnez-moi 2 minutes. Nous avons 1 minute avant l'ouverture de Tokyo, dit Julien, regardant l'horloge. Ne mettez pas la pression au génie, gronda Véronique. Clara ne les entendait pas. Elle était dans la zone. Elle passa l'image à travers un filtre de contraste, l'inversa et la convertit en une carte binaire. Téléchargement du hash biométrique. C'est parti, chuchota Clara. Elle appuya sur Entrée. La roue tourna et tourna. Traitement, vérification. Une boîte verte clignota. Identité confirmée. Oui, crièrent-ils tous les trois en même temps. Clara écrasa son doigt sur le bouton exécuter. Transaction annulée. Actifs libérés. Entité Venta Black signalée pour fraude. C'est fait. État têteuse. Clara s'affaissa dans la chaise, la sueur coulant dans son cou. L'argent est de retour sur vos comptes et je viens d'envoyer une alerte automatisée à l'AMF et au FBI avec les journaux de la tentative de vol. Julien fixa l'écran. Il regarda les nombres, ces milliards en sécurité. Il regarda l'alerte de fraude qui enverrait Mark Sterling en prison pour 20 ans. Il se tourna vers Clara. Elle était épuisée, pieds nus, son maquillage taché, assise dans un bureau emprunté dans une robe qui coûtait plus cher que sa voiture. Julien Delacroix tomba à genoux, pas en défaite, mais en gratitude. Il prit les mains de Clara dans les siennes. « Tu m'as sauvé », dit-il, sa voix se brisant. « Tu m'as réellement sauvé. » Clara sourit faiblement. « Je vous l'ai dit, monsieur Delacroix. » Lisez les petits caractères. Le soleil se leva sur Paris, brûlant la brume matinale. À 8h30,
L'alerte de dernière minute clignota sur tous les écrans du quartier financier de la Défense. Flash Info. Mark Sterling, PDG. Du groupe Chimera, arrêté à l'aéroport du Bourget tentant de fuir vers une zone non-extradition. Le FBI et Interpol révèlent un schéma de fraude massif. Dans le bureau Penthouse de Delacroix Dynamique, Julien Delacroix se tenait près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Il n'avait pas dormi, mais il se sentait plus éveillé qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids terrifiant des dernières 24 heures s'était levé, remplacé par une clarté presque électrique. Les portes de l'ascenseur tintèrent. Clara entra. Elle était de retour dans ses propres vêtements, un jean et un pull ayant rendu la robe émeraude à Chloé. Elle avait l'air fatiguée, serrant une tasse de café bon marché, semblant déplacée dans le bureau au sol de marbre immaculé. Tout l'étage d'analystes, de secrétaires et de cadres arrêta ce qu'ils faisaient. Ils la fixèrent. Ils connaissaient la rumeur qui avait fait le tour de l'entreprise plus vite que l'ouverture de la bourse. L'histoire de la serveuse qui avait sauvé l'Empire. Clara garda la tête basse, marchant droit vers le bureau de Julien. « Vous vouliez me voir, monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, sa voix calme. Julien se retourna. Il la regarda vraiment. « Oui, et s'il vous plaît, appelez-moi Julien. Monsieur Delacroix est l'idiot qui a failli perdre son entreprise parce qu'il n'écoutait pas. » Il marcha vers son bureau et prit une épaisse enveloppe. « Je vous ai promis quelque chose la nuit dernière, » dit Julien. « Des frais de scolarité, un travail, mais après avoir passé en revue les journaux de ce que vous avez réellement fait, comment vous avez navigué dans des systèmes que mon propre directeur technique ne pouvait pas craquer. Un simple poste d'analyste ressemble à une insulte. » Il lui tendit l'enveloppe. Clara l'ouvrit. À l'intérieur, ce n'était pas un chèque. C'était un contrat de travail. Poste, directrice des risques internes et de la stratégie forensique. Salaire de départ, 350 000 € plus, option d'achat d'actions. Bonus à la signature, remboursement complet des frais de scolarité et apurement des dettes médicales. La main de Clara vola à sa bouche. Elle scanna le document, ses yeux s'embuant. Apurement des dettes médicales, mon père, comment saviez-vous? J'ai fait mes recherches ce matin, dit Julien doucement. Je sais que votre père était un brillant comptable avant de tomber malade. Je sais que vous avez abandonné vos études pour le sauver. La dette est effacée, Clara, payée intégralement à 9 heures ce matin. Il va recevoir les meilleurs soins que Paris a à offrir. Clara leva les yeux, les larmes débordant. Et pourquoi? Vous n'étiez pas obligé de faire cette partie. Parce que vous m'avez appris quelque chose la nuit dernière, dit Julien, s'approchant. Vous m'avez appris que la valeur ne réside pas dans le costume que vous portez ou le titre que vous détenez, c'est une question de caractère. Vous avez sauvé un homme qui vous a traité comme de la boue. Ce genre d'intégrité, on ne peut pas l'acheter. Il tendit la main. Bienvenue chez Delacroix Dynamique, Clara. Elle prit sa main. Merci, Julien. Encore une chose, dit Julien, une lueur malicieuse dans l'œil. J'ai fait une réservation pour le déjeuner. Il y a une table spécifique où je veux m'asseoir. 1 heure plus tard, ils entrèrent à l'Obsidienne. Le maître d'hôtel se figea en les voyant. Il regarda le milliardaire et la femme qu'il avait vue pleurer dans la ruelle la nuit précédente. « Monsieur Delacroix, » bégaya le maître d'hôtel. « Votre table est habituelle? »« Oui, » dit Julien. « Mais nous ferons un léger ajustement. » Ils marchèrent vers la banquette du pouvoir, mais Julien ne glissa pas sur le banc en cuir. Il tira la chaise pour Clara. « S'il te plaît, » fit-il geste. « Assieds-toi. » Clara hésita, puis s'assit à la place habituellement réservée aux capitaines d'industrie. Elle regarda la vue sur la skyline, la vue que Julien dominait habituellement. Julien resta debout. Il prit la carafe d'eau en argent de la station de service voisine. Le personnel regarda dans un silence stupéfait. Le milliardaire propriétaire de Delacroix Dynamique enroula une serviette autour de la poignée, exactement comme il avait vu son personnel de service le faire 1000 fois. Il s'avança vers la table. « Gazeuse ou plate, madame ?» demanda Julien, sa voix pleine d'un respect authentique. Clara leva les yeux vers lui, un sourire éclatant sur son visage, un sourire de rédemption, d'un avenir reconquis. « Plate, c'est très bien, » dit-elle. « Et laissez la carafe. » Julien versa l'eau parfaitement. Il posa le verre, s'inclina légèrement, puis s'assit en face d'elle, non pas comme un supérieur, mais comme un partenaire. Alors,
dit Julien en ouvrant le menu. « Parle-moi encore de cette clause 14 dans ce contrat. J'ai l'impression que j'ai beaucoup à apprendre de toi. » Clara prit une gorgée d'eau. Elle avait le goût de la victoire. « Eh bien, commença-t-elle, tout commence par prêter attention aux détails. Et c'est ainsi qu'un verre d'eau renversé et un œil vif firent étampiller un empire corrompu. » Julien Delacroix pensait qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Mais il apprit à la dure que la sagesse ne porte pas toujours un costume sur mesure. Parfois, elle porte un tablier. C'est un rappel puissant que nous ne devrions jamais regarder personne de haut, car la personne que vous ignorez aujourd'hui pourrait être la seule qui peut vous sauver demain.